Dénouement heureux à Nantes, les 3 malfaiteurs se sont rendus à la police. En direct dans ce journal, le préfet Broussard qui a conduit l'opération. Une journée de folie pour les Parisiens privés de métro et de RER à la suite d'une grève surprise. Polémique sur le budget de la sécurité sociale, le bilan est positif mais le calcul est contesté. Coupe Davis, la Suède et l'Allemagne à égalité après la victoire tout à l'heure de Boris Becker. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout est fini à Nantes et tout s'est très bien terminé. C'est terminé au mieux puisque les 3 malfaiteurs qui, hier, avaient pris en otage des magistrats et des jurés de la cour d'assises se sont rendus à la police en début de soirée après avoir libéré sains et saufs leurs 2 derniers prisonniers. Pas une goutte de sang n'a été versée. L'épilogue s'est déroulé tout à l'heure sur l'aéroport de Nantes où nous rejoignons tout de suite en direct Alain Breynaud qui se trouve à côté du préfet Broussard que nous voyons ici à l'image. Alain, je voudrais vous demander d'abord si vous pouvez nous expliquer avec quelques détails comment se sont passées les dernières minutes de cette prise d'otage. Est-ce que nous avons le son? Oui, eh bien, décidément, nous n'avons pas pour l'instant la liaison son avec Nantes. Je vous propose donc que nous y retournions dans quelques minutes. En attendant, je vous propose tout de suite de revoir le film de cette journée mouvementée, car l'épilogue a été heureux, je vous le disais, mais il y a quelques heures encore, on en doutait. Chantal Bretz nous raconte les dernières 24 heures. « 14h30, cet homme va prouver une fois de plus qu'il est dangereux. La voiture qu'il exige n'arrive pas, il s'énerve et tire plusieurs fois en direction des forces de police et des journalistes. It was just wasn't shooting no one in particular, just firing away. Yeah. Le deuxième balle, nous croyons, a percé la caméra direct. Une heure plus tard, c'est le départ. Les 3 gangsters et les 4 magistrats otages sortent du palais de justice. Georges Courtois d'abord, enchaîné par une paire de menottes au président de la cour d'assises. Puis Abdelkarim Kalki, enchaîné d'un côté au premier substitut, de l'autre à l'un des assesseurs. Et puis encore le plus jeune du trio, Patrick Thiollet, en compagnie du dernier assesseur. Les 7 hommes prennent place dans la Renault Espace mise à leur disposition. Et c'est enfin le préfet Broussard qui sort de ce palais de justice de Nantes après 30 heures de négociations aussi difficiles qu'on peut l'imaginer. Direction l'aéroport de Nantes, la Renault Espace sera suivie en permanence par 5 à 6 voitures de policiers et des motards. « 16h30, otages, ravisseurs et policiers arrivent à Château-Bougon. Le préfet Broussard est sur place et ses tireurs d'élite ont pris position sur les bâtiments de l'aéroport. Renégociation, les malfaiteurs acceptent de libérer 2 des 4 otages, mais ils demandent à partir à bord d'un Mystère 20 du Glam arrivé le matin à Nantes avec des renforts de policiers. La suite, vous la connaissez, ils finiront par se rendre, le sang n'a pas coulé, mission accomplie pour Robert Broussard. Nous allons maintenant peut-être pouvoir vous les raconter un peu plus en détail en essayant de rejoindre encore une fois Alain Breynaud à Nantes. J'espère que la liaison son a été rétablie. Alain? Oui, mais j'espère aussi, voilà, oui. C'est chose faite. Avec un petit peu de patience, on arrive à tout. Alors donc, en fin d'après-midi, les 4 otages étaient en bout de piste sur l'aéroport de Château-Bougon. Le procureur de la République et un assesseur ont été libérés. Il ne restait plus à ce moment-là que 2 otages, à savoir le président de la cour d'assises et un autre assesseur. Il aura fallu 4 heures de tractation entre le préfet Broussard et les 3 preneurs d'otages pour arriver à la reddition, une reddition sans condition. Disons que le préfet Broussard, il va nous l'expliquer dans quelques instants, a surtout agi sur les conditions psychologiques. Après plus de 29 heures de prise d'otages à Nantes, on peut dire que le moral des malfaiteurs était sérieusement en baisse et finalement, ils ont donc accepté de se rendre. Cela se passait à 20h30. Ils vont retourner en prison. Quant à Kalki, le preneur d'otages marocain, il sera vraisemblablement, lui, expulsé de France. Ce fut peut-être d'ailleurs, le préfet Broussard va sans doute nous le confirmer tout de suite, une des conditions dans les négociations entre les preneurs d'otages et vous-même? Oui, effectivement,
le jeune Marocain s'était mis un petit peu à la disposition de ses deux amis pour se lancer dans cette opération, pour les faire sortir du guépier où ils étaient. Et arrivé à l'aéroport, nous avons joué une nouvelle fois sur ce geste du Marocain qui se mettait donc à la disposition de ses amis, et nous avons fait comprendre aux deux autres que d'une part ils entraînaient leur jeune ami dans une aventure sans issue et qui pouvait très mal se terminer, et d'autant plus qu'il pouvait lui être expulsé. Donc on leur a fait comprendre qu'il fallait quand même qu'il renvoie un peu l'ascenseur. Dites-moi, vous qui avez l'habitude des prises d'otages et qui en êtes à de nombreux succès, est-ce que vous avez eu des moments d'inquiétude? Est-ce que vous vous êtes posé des questions? Parce que finalement, ce n'était pas une prise d'otage comme les autres, ce n'étaient pas des terroristes au sens propre du terme. Alors, vous savez, les affaires de prise d'otage, il n'y en a aucune qui ressemble à une autre. La difficulté dans cette affaire résidait surtout dans le fait qu'il y avait d'abord au départ 34 otages quand nous sommes arrivés. Il y avait 3 preneurs d'otages extrêmement décidés, et chacun avec un comportement très déterminé, très particulier, et également une grosse difficulté avec la configuration des lieux notamment. C'était la raison pour laquelle il vous était indispensable de les faire sortir du palais de justice et de les amener sur un terrain sans maison autour. Oh non, absolument pas. Disons que nous avons d'abord, dans un premier temps, essayé de négocier la libération des otages. Nous avons d'abord obtenu pour 14 otages, des jeunes étudiants, et ensuite pour 4 d'entre eux, pour 5, pour 2, etc. Mais à 15h15, alors qu'on continuait les négociations afin de permettre la libération des 4 otages restants, et ils nous ont fait une sortie en force. Ils se sont attachés avec des menottes, des chaînes, des cadenas auprès des otages, et ils sont sortis en tenant des grenades défensives, je dis bien défensives, et des armes de poing. Et alors là, ils étaient extrêmement déterminés, complètement déchaînés, et nous avons été mis devant le fait accompli. On était obligés d'assister au départ. Oui, alors cette prise d'otage, c'est aussi le premier succès du RAID, cette nouvelle unité de la police nationale créée il y a quelques mois. Ben oui, j'en suis tout particulièrement heureux, puisque je suis un peu à l'origine de la création de cette unité, et je suis d'autant plus heureux également que mon ami Ange Mancini, un vieux complice avec qui j'étais en Corse, comme vous le savez, et c'est lui qui commande cette unité, et je crois qu'effectivement c'est un premier succès qui en appellera bien beaucoup d'autres. Oui, alors Ange Mancini, le RAID, c'est quoi et ça sert à quoi? Alors le RAID, comme le disait M. Broussard, c'est une unité bien sûr d'intervention, mais ce n'est pas seulement une unité d'intervention, c'est également une unité qui a été créée pour lutter contre le terrorisme, et dans ce cadre, elle est à même de faire des filatures et des surveillances sur des objectifs qui lui sont fixés par l'unité de coordination de la lutte antiterroriste en France. Vous êtes des super flics en quelque sorte? Ah non, pas du tout. Il n'est pas question de complexe de super flics. Nous sommes des policiers de la police nationale. Cette unité s'inscrit entre autres dans le programme de modernisation de la police nationale et dans la réforme de ses structures. Voilà, eh bien écoutez, vous savez tout, du moins je l'espère, sur cette prise d'otage donc qui s'est terminée vers 20h30 à l'aéroport de Château-Bougon. Merci Alain, qui s'est donc très bien terminé. À ce propos, le ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe, vient de féliciter le préfet Broussard et ses hommes, les hommes du RAID, pour la réussite de cette opération. Elle a été réussie à 100%. Je suis content, dit Pierre Joxe. De son côté, le ministre de la Justice, Robert Badinter, a rendu hommage lui aussi à la maîtrise remarquable des autorités et à la force de caractère dont ont fait preuve les otages tout au cours de cette opération. Et le ministre de la Justice annonce par ailleurs une prochaine amélioration des mesures de sécurité dans les tribunaux. C'est sans doute un problème dont nous reparlerons dans les jours qui viennent. Politique. Alain Juppé, le conseiller économique de Jacques Chirac au RPR, était il y a un instant l'invité de notre magazine politique Face à la 3. On l'a interrogé sur Renault et les projets de dénationalisation du RPR, en particulier après l'opinion émise à ce propos par Raymond Barre, qui juge, lui, que ce n'est pas une priorité. Écoutez la réponse et les commentaires d'Alain Juppé. Voilà bien l'exemple d'un faux débat. Qu'avons-nous dit dans ce domaine? Nous avons dit, un jour, il n'y a aucune raison que la régie Renault, qui fabrique des automobiles, et qui n'est donc ni un service public ni un monopole, il n'y a aucune raison qu'elle ne redevienne pas une entreprise privée. Et j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi elle ne le redeviendrait pas. Alors certes, ça pose des tas de difficultés. C'est-à-dire qu'il faut d'abord rétablir ses comptes, et ça prendra du temps. Et puis, faire d'abord le programme que nous avions évoqué. Nous n'avons jamais dit que nous le ferions en 1986, et nous n'avons pas varié. Un jour, quand ça sera possible, il faudra se poser la question.
Au Parti républicain, François Léotard entend mettre un terme à la polémique entre baristes et giscardiens sur la cohabitation. Le bariste François Daubert nous expliquait ici même avant-hier son refus de signer un engagement que le PR soumettait à ses candidats pour les législatives. Eh bien, François Léotard va reprendre la rédaction de ce texte de façon à le rendre acceptable par tous. À Paris, le trafic du métro et du RER a repris peu à peu en début de soirée. Il était totalement interrompu depuis ce matin à la suite d'une grève surprise des agents de la RATP. Ils protestaient contre le jugement d'un tribunal condamnant un conducteur du métro à 6 mois de prison avec sursis à la suite d'un accident qui avait causé la mort d'un voyageur l'année dernière. Valérie Chénine. Le métro nous manque et tout est désorganisé. Les Parisiens en ont fait aujourd'hui la douloureuse expérience. Pardon mademoiselle, vous venez d'où? De la Défense, enfin Colombes. Vous avez mis combien de temps pour venir? Ben là, 2 heures. Mais je suis pas encore arrivée, hein. Je vais jusqu'à Charles de Gaulle Étoile. Alors je pense y aller à pied maintenant. 5 millions d'usagers bloqués en quelques heures ce matin. L'axiome métro-boulot-chavire. Les Parisiens ont dû faire preuve d'imagination pour se rendre au travail. Les moyens de transport au plus débrouillard, c'est la loi de la jungle. Ajoutez à la panique la proximité des fêtes, les départs en vacances, bref, un fabuleux moyen de pression entre les mains des conducteurs de la RATP. La direction ne pouvait que s'incliner, elle a accepté de faire appel contre la condamnation d'un conducteur jugé responsable d'un accident de métro, accident qui avait provoqué la mort d'un voyageur. Un acquis important pour les syndicats qui réclament l'amélioration des conditions de sécurité à la RATP. Les négociations sur ce thème s'engageront lundi. À Paris toujours, 2 incendies ont fait 5 victimes. Le premier la nuit dernière dans un immeuble d'habitation du 18e arrondissement, 3 morts et 19 personnes intoxiquées. Et le deuxième vers midi, aujourd'hui, dans l'immeuble de l'épicerie Fauchon, place de la Madeleine. Il a fait 2 victimes, la présidente de la société et sa fille, qui ont été brûlées vives. 11 autres personnes ont été blessées. On n'exclut pas l'hypothèse d'un attentat ou d'un acte de malveillance. C'est l'incendie d'une mobilette au rez-de-chaussée de l'immeuble qui a enflammé une conduite de gaz, propageant rapidement les flammes dans les étages supérieurs. Fauchon avait déjà été victime d'un attentat commis à la même époque de l'année, il y a 8 ans. La sécurité sociale, qui cette année fête son 40e anniversaire, est une fois de plus au centre d'une polémique. Elle concerne son budget. Tel qu'il a été publié, il laisse apparaître un excédent, mais les méthodes de calcul sont contestées. Marie-Claire Thiers. Un excédent de 5 milliards de francs, soit 6,4 pour la maladie, 7,4 pour la famille et moins 8,8 pour la vieillesse. Un excédent qui contraste avec le déficit de 3 milliards qui était prévu par la Commission des comptes ou avec les chiffres de la centrale syndicale FO annonçant 4,5 milliards de déficit. Si cet excédent est justifié par une rentrée de cotisation supérieure à celle prévue, ce résultat positif s'explique surtout par des astuces de trésorerie, soit le report de certaines dépenses de 1985 sur l'exercice 86 pour les dotations aux hôpitaux et les allocations familiales. Mais ce petit jeu que dénonce FO ne pourra pas se renouveler l'année prochaine et le rapport ne dissipe pas les doutes sur l'exercice 86. Il est prévu un déficit de 9 milliards selon M. Fabius, un chiffre peu réaliste selon le ministre des Affaires sociales, Mme Duffoy, qui préférerait annoncer 18 milliards dans un souci de vérité des comptes, alors que FO l'estime à près de 30 milliards. Si pour le début de l'année prochaine, le volant de trésorerie accumulé, soit 22 milliards, permet de voir venir, les mauvaises surprises risquent de se faire connaître après les élections. Le procès Barbie renvoyé au-delà des élections législatives. La Cour de cassation estime que les crimes commis par Barbie contre les résistants doivent être considérés comme des crimes contre l'humanité et ne sont donc pas prescriptibles. Il va falloir donc reprendre l'instruction du procès. Gilbert Ambrosi, l'ancien commissaire de police d'Annonay dans l'Ardèche, suspendu de ses fonctions après avoir torturé un jeune malfaiteur algérien avec une matraque électrique, Gilbert Ambrosi vient d'être condamné à 30 mois de prison, dont 2 mois fermes, par le tribunal de Clermont-Ferrand. Et puis, la suite de l'affaire Villemain, 14 mois après la mort de Grégory, l'instruction se poursuit et l'affaire se complique encore. 11 avocats sont chargés désormais de défendre les différentes parties en cause. Et cet après-midi, le juge Lambert organisait une grande confrontation entre Christine Villemain, ses beaux-parents et son beau-frère, Michel. C'est lui qui avait reçu le coup de téléphone du Corbeau annonçant le meurtre de Grégory. Gérard Pinson. De part et d'autre de la Vologne, à quelques kilomètres de distance, 2 tombes se font face et crient chacune leur vérité. À l'Épange, sur la tombe de leur fils de 4 ans,
des parents ont gravé leur détresse. 6 mois après la mort de l'enfant, Bernard Laroche tombait sous les balles du père de Grégory. Deuxième mort, deuxième vérité. À Jussarru, dans le Marbre, la femme de Bernard Laroche a voulu graver l'innocence du premier inculpé de l'affaire, victime de la haine aveugle, écrit-elle. Entre ces deux versions, le juge Lambert, lui qui avait d'abord inculpé Bernard Laroche, cherche maintenant à se convaincre de la culpabilité de Christine Villemain. Cet après-midi, à Épinal, la mère de Grégory est apparue plus fragile que jamais, au milieu de l'habituelle bousculade des photographes, accrochée au bras de son défenseur, Maître Garot. Une nouvelle fois, le juge d'instruction l'a convoquée pour lui redire tous les indices qui font d'elle l'inculpée et aussi pour la confronter à la partie civile, en l'occurrence au regard immanquablement soupçonneux de ses beaux-parents. Mais de l'avis même de leur avocat, Maître Lombard, pour fixer son intime conviction, le juge Lambert ne doit plus espérer une quelconque révélation. Même les dernières expertises attendues, celles des empreintes notamment, n'apporteront sans doute aucune preuve accablante. La Vologne, depuis 14 mois, n'a jamais parlé. Tennis, la Suède et l'Allemagne à égalité au terme de la première journée de la Coupe Davis qui se dispute à Munich. Cet après-midi, Wilander est venu à bout assez facilement de l'Allemand Westphal, mais la rencontre la plus attendue, c'était celle de ce soir, Boris Becker contre Stefan Edberg. Dominique Champeau. Que ce soit sur gazon, sur ciment ou sur moquette, Becker a un service qui fait boum. Et c'est sans doute parce qu'il est capable de le faire 2 fois de suite qu'on l'appelle boum boum. C'est élémentaire, mais ça ne suffit pas toujours. L'Allemand a aussi plusieurs cordes à sa raquette et ses retours sont souvent du même poids que ses engagements. Bousculé dans la première manche, le Suédois Edberg ne fera illusion qu'un seul set. Le deuxième est le seul où il aura un tant soit peu d'initiative au filet. Le seul en tout cas où il prendra l'avantage sur Becker. Ainsi, sans avoir démérité, l'épreuve de force imposée par Becker lui coûtera à chaque fois un engagement. Il perdra les 2 dernières manches de peu, 7-5 et 8-6. Ça suffit en tout cas au bonheur de Becker. Et puis toute la France qui court a rendez-vous demain au Bois de Boulogne pour la 25e édition du Cross du Figaro. L'épreuve dure 2 jours et traditionnellement elle est ouverte à tous. Mais on y rencontre de plus en plus de coureurs de très bon niveau car la mode du jogging apparue dans les années 70 a fait naître des vocations qui se sont confirmées au fil des années. Jean-Marie Bell a rencontré l'un de ses passionnés, c'est un commissaire-priseur de 38 ans. Il court depuis 8 années seulement et il a toutes les chances demain d'arriver dans les premiers de sa catégorie. 3500, j'adjuge. Adjugé 3500. Alors, maître, on est loin de l'ambiance des salles de Drouot. Ah oui, absolument. C'est une nécessité quotidienne. Et la course à pied, c'est un complément ou une évasion? Bah, c'est les deux à la fois. Oui, c'est ça. Bon, ces 2 plaques, elles sont 19e. Souvent passionnés pour leur travail, tout autant que pour la course à pied, la nouvelle génération des joggers a évolué vers des objectifs plus ambitieux. Au footing dominical en petite foulée pour échapper à la sédentarité de la vie professionnelle, s'est substitué un entraînement plus sophistiqué, prélude à la compétition. Je vous en prie, au revoir. Vous vous entraînez régulièrement ici? Écoutez, j'essaie de le faire presque tous les jours. Tous les jours? Presque tous les jours. Pas tout à fait tous les jours, mais disons au moins 5 fois par semaine. Bah alors, pour le Cross du Figaro, vous comptez terminer dans les premiers, j'espère. J'imagine. Ah, écoutez, 2 jours avant une course, c'est difficile d'en parler. Mais enfin, je pars pour le gagner, oui. Dans ma catégorie, bien entendu. Adjugé à monsieur. Contrairement à ces objets, aucune course n'est à vendre et les concurrents, comme Maître Lafarge, le savent bien pour s'être préparés très minutieusement. Mais au-delà de la compétition ou d'un simple effort physique, la course à pied, c'est aussi une évasion morale, voire même un peu de rêve. On sent que vous êtes un coureur à pied qui de temps en temps est commissaire-priseur ou un commissaire-priseur coureur à pied? Non, je suis un commissaire-priseur avant tout et je cours à pied peut-être pour... je dis pas pour mieux exercer le métier, mais disons pour être plus en forme. Et vous prendrez votre retraite de coureur à pied avant celle de commissaire-priseur, vous pensez? Je ne pense pas. Je pense que je prendrai ma retraite de commissaire-priseur avant celle de coureur à pied.
Adjugé à monsieur. Voilà une interview qui nécessite du souffle. À la Bourse de Paris, la semaine se termine bien pour les valeurs françaises. Du côté des monnaies, le mark est resté ferme et le dollar n'a pratiquement pas bougé. Martine Thiébaut. Marché d'échange désert ce matin à Paris où le dollar a néanmoins très légèrement reculé. Le chiffre tant attendu de la croissance économique américaine a été publié aujourd'hui. Pourtant assez optimiste, il n'a pas enrayé une légère baisse du dollar à New York ce soir. Le Deutsche Mark, bien que toujours au-dessus de son cours pivot, est plus détendu vis-à-vis du franc français à la veille du week-end. Mais les tensions subsistent, bien que les rumeurs d'un prochain réajustement monétaire aient toutes été démenties par les gouvernements. La Bourse de Paris clôture la semaine en beauté. Après une ouverture modeste, le marché a vu affluer les capitaux français et étrangers autour de la corbeille. Et ceci en partie grâce à l'annonce de diverses prévisions économiques favorables à la France pour 1986. Superbe performance à Wall Street ce soir, comme maintenant chaque fin de semaine. Les pressions sont à niveau très fortes sur le marché du crédit et les investisseurs anticipent une baisse imminente du taux d'escompte américain. Et pour finir, le temps pour demain, il sera couvert sur la Bretagne et la Normandie, franchement beau sur la moitié sud du pays et mi-figue mi-raisin partout ailleurs. En fin de journée, une zone de pluie arrivera par la Bretagne et elle s'étendra rapidement vers le sud. Les températures seront encore en hausse à cause de l'air doux qui s'installe. Elles pourront aller jusqu'à 10 degrés au nord et jusqu'à 18 au sud. Demain, nos deux rendez-vous à 19h d'abord, la première édition avec Émilie Rafoul et je vous retrouverai à 21h50 pour l'édition de la soirée. Dans un instant, Mac 3, le magazine de l'air. Et avant cela, je vous rappelle les principales nouvelles de la journée. Bonsoir et à demain. Tout s'est bien terminé à Nantes. Les 3 bandits se sont rendus au préfet Broussard sans qu'une goutte de sang ne soit versée. Le trafic du métro reprend ce soir à Paris après une journée d'embouteillage mémorable provoquée par la grève surprise. Les comptes de la sécurité sociale au centre d'une polémique, les résultats sont bons mais le calcul est contesté. Demain, première journée de la 25e édition du Cross du Figaro.